Il est temps maintenant de recevoir Claire Hédon qui va nous donner le mot de la fin, après quoi on recevra quand même sur scène tous les jeunes qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours. Claire Hédon, Madame la Défenseure des droits, merci d'être là. C'est un grand honneur de vous recevoir. Bonjour, je suis très heureuse vraiment d'être avec vous pour clore ces assises de la protection de l'enfance. Comme chaque année, ça a été riche d'échanges de bonnes pratiques. J'ai pu là assister à la fin de cet atelier. Je suis aussi allée voir un peu ce qui se passait dans l'atelier, dans le 2e atelier. Ces moments d'échange sont absolument capitaux. On vient de vivre une année qui a été difficile. Un contexte compliqué pour vous. Vous avez été durement mis à l'épreuve, vos structures ont été mises à l'épreuve et c'était important de pouvoir se réunir ensemble pendant ces 2 jours. La crise, la protection de l'enfance, elle n'a pas été épargnée pendant cette crise. D'abord pour vous les professionnels. Vous tous qui êtes ici, vous le savez bien, en mars dernier, alors que tout fermait, vous avez dû répondre présent, continuer à remplir vos missions. Vous avez fait preuve d'un engagement courageux à un moment où il fallait réagir vite, sans protocole bien défini au départ, on ne savait pas très bien où on allait, sans équipement de protection. Et vous avez dû improviser, innover, inventer de nouvelles pratiques, combler des failles, des dysfonctionnements. Et votre implication, elle a été cruciale, elle continue de l'être. Et j'ai vraiment conscience de l'épuisement qu'elle a pu entraîner. Je mesure l'importance qu'il y a à y apporter des réponses. Car vraiment, prendre soin des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi prendre soin de ceux qui s'en occupent. Bien traiter les enfants, c'est aussi bien vous traiter. Justement, et ce point-là me paraît capital et on n'avancera pas si on n'est pas dans la bientraitance à tous les niveaux. Et justement, les enfants, eux aussi, ils ont subi de plein fouet l'impact de cette crise. Les enfants concernés par des mesures de protection de l'enfance, on le sait bien et vous le savez, ont été plus que les autres lourdement affectés par les conditions du confinement. Car au-delà de la fermeture des écoles, le confinement a eu pour eux bien d'autres répercussions, en particulier pour les enfants placés en foyer, la nécessité de respecter les contraintes sanitaires a entraîné bien souvent d'abord la rupture des liens familiaux du fait de la suspension des droits de visite et d'hébergement, des difficultés à poursuivre la scolarité du fait du manque d'équipement, de l'absence des aides dont ils pouvaient bénéficier habituellement à l'école, une cohabitation complète avec les autres enfants sans possibilité de séjourner hors de leur foyer, une régression aussi dans l'autonomie dont pouvaient bénéficier les plus grands, par exemple tout simplement pour aller faire leurs courses, faire du sport. Mais tout cela, vous le savez bien. Je voudrais simplement aussi mentionner un dernier groupe concernés par la protection de l'enfance que la crise a largement affecté. Je pense aux familles, des familles en situation de précarité, dans des logements exigus, pour qui les périodes de confinement ont été encore plus difficiles. Toutes les familles dont les enfants sont suivis par l'aide sociale à l'enfance ont été profondément éprouvées par la crise sanitaire. Celles qui n'ont pas pu voir leurs enfants pendant 2 mois, celles dont l'accompagnement au titre de mesures d'assistance éducative n'a pas pu se faire ou n'a pu se faire qu'en visioconférence ou par téléphone. Celles qui ont vu le renouvellement du placement de leur enfant sans audience. La situation de ces familles, déjà très fragile, d'abord en termes de revenus, de logement, comme je le disais, de soutien, de conscience de leurs droits, a été nettement aggravée par les mesures de confinement. Ce tableau que je viens de dresser est sombre, j'en suis consciente. Bien entendu, cette crise, elle a aussi donné lieu à des innovations auxquelles on ne s'attendait pas, qui ont pu être source aussi d'amélioration, aussi bien d'ailleurs du côté des professionnels que du côté des familles, qui ont pu mobiliser des ressources, des capacités jusque-là insoupçonnées. Et j'ai bien vu que vous en aviez parlé d'ailleurs dans l'atelier 2. Plus globalement, ce que nous montrent ces assises, c'est que cette crise est peut-être une opportunité pour interroger le fonctionnement de notre système de protection de l'enfance. Après une année de bouleversement, il est nécessaire, comme y invitait d'ailleurs ces 2 journées, de rechercher une boussole, de retrouver des repères pour reprendre pied. Mais ce ne doit pas être pour
pour rétablir un avant, pour revenir à la situation qui préexistait déjà, sauf d'ailleurs à considérer que notre système de protection de l'enfance ne souffrait d'aucune défaillance, ce qui n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs pas moi qui vais vous l'apprendre. Il est donc bienvenu que nous cherchions à remédier aux faiblesses de ce système dont un grand nombre était souligné, aggravé par la crise. Et pour nous guider, ce sont les droits de l'enfant qui doivent être notre boussole. La seule boussole, ce sont les droits de l'enfant, et vous imaginez bien qu'en tant que défenseur de droits, je ne saurais en recommander d'autres. Car l'impératif de protéger les enfants ne doit pas nous faire oublier un autre qui est celui de respecter leurs droits et de faire en sorte qu'ils soient réellement mis en œuvre. Et je constate malheureusement que certains sont souvent minimisés, voire en tout cas oubliés. Et je pense en premier lieu au droit de l'enfant à participer à toute décision qui le concerne. Vous le savez bien, la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 12, le définit comme le droit pour l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Et l'article d'ailleurs précise que ces opinions sont dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Et c'est sur ce droit que devrait reposer la manière dont nous concevons et mettons en œuvre la protection des enfants. Car c'est de lui que dépend la réussite des mesures que nous prenons pour ces enfants. Comment est-ce qu'on peut imaginer les protéger si nous ne faisons pas en sorte de les écouter? Comment respecter leur intérêt supérieur si on ne prend pas en compte leurs paroles? Comment les guider vers l'autonomie si nous ne favorisons pas leur participation au quotidien? Et d'ailleurs, dans le rapport relatif aux droits de l'enfant que nous avons consacré à ce droit de la participation, qui a été publié en novembre dernier, que nous publions chaque année, on souligne pourtant les nombreux obstacles qui nuisent à la mise en œuvre de la participation de l'enfant. Des freins culturels, des modalités d'écoute qui sont inadaptées, des dispositifs de participation qui sont peu intégrés, un manque de formation, d'information, manque d'information d'ailleurs des enfants sur leurs droits. Évidemment, ces difficultés, elles sont redoublées pour les enfants les plus vulnérables et notamment pour les enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Pourtant, en fait, cette participation, elle est vraiment prévue par plusieurs articles du Code de l'action sociale et des familles, que ce soit d'ailleurs à propos des conditions de sa prise en charge, de l'établissement du projet pour l'enfant ou du contenu du rapport de situation. La parole et l'avis de l'enfant doivent être beaucoup plus recherchés. Plus largement, cet exemple m'amène à insister sur un point en matière de protection de l'enfance. Les difficultés rencontrées ne résident pas tant dans les lacunes de la loi que dans son application sur le terrain et des moyens que l'on se donne pour l'appliquer sur le terrain. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu, avant le projet de loi relatif à la protection des enfants qui vient d'être présenté, de véritables analyses qualitatives de l'application de la loi du 5 mars 2016. Et si vous voulez bien, je vous fais un petit aparté sur ce projet de loi. Je rendrai très prochainement un avis sur ce texte. En fait, il est parti aujourd'hui au Parlement, on le rendra public lundi. En dehors de quelques avancées, plusieurs dispositions me semblent devoir être considérées avec beaucoup de réserve. Je pense notamment aux dispositions relatives aux mineurs non accompagnés, qui relèvent davantage du contrôle migratoire que de la protection, et en plus opère un glissement vers un droit spécifique hors de la protection de l'enfance. Je pense ce passage-là, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la loi 4D, ce qui est quand même assez étonnant comme façon de procéder, d'avoir des mêmes articles qu'on met dans deux propositions de loi, deux projets de loi. Je pense aussi à l'extension de l'autorisation délivrée par le juge pour réaliser plusieurs actes relevant de l'autorité parentale qui pourraient être mobilisés au détriment d'un travail avec les parents, même si je sais bien qu'au quotidien, cette question-là, elle est difficile. Je pense aussi à l'absence d'interdiction totale de l'accueil en hôtel, y compris pour l'urgence et le recueil provisoire d'urgence des mineurs, parce que l'interdiction qui est écrite, en fait, n'est pas du tout totale. Je pense aussi à l'absence de dispositions concernant les jeunes majeurs. Et enfin, je pense aussi à la réforme de la gouvernance qui ne semble pas apporter de simplification, d'autant que le texte ne précise pas comment elle sera rendue opérationnelle, ni comment les professionnels vont être réellement soutenus.
J'en reviens à la participation des enfants, parce qu'en parallèle de la participation individuelle des enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance, leur participation collective dans leur lieu de vie devrait également être favorisée. Or, d'après l'enquête que nous avions menée auprès des départements dans le cadre de notre rapport, les instances de participation des enfants ne paraissent pas considérées comme utiles. Sur 32 départements ayant répondu, 20 indiquaient n'avoir pas mis en place de modalités de consultation des enfants. Pourtant, la participation des enfants placés, leur représentation dans les instances de décision favoriserait certainement leur implication pour répondre aux problèmes rencontrés et leur adhésion aussi d'ailleurs au projet d'établissement. C'est d'ailleurs ce que soulignent les membres du collectif Repère, dont les analyses ont, j'imagine, alimenté la 3e table ronde cet après-midi, et l'expérience des départements qui ont mis en œuvre la participation de jeunes confiés à la protection de l'enfance le montre bien. Clairement, ça permettrait juste d'être plus efficace. Je voudrais aussi souligner un autre droit qui a tendance à être négligé et qui est pourtant essentiel, qui est le droit à une vie privée et familiale. Bien entendu, dans un certain nombre de situations, par exemple lorsque les parents sont mis en cause pour des faits de maltraitance sévères, lorsque l'enfant a besoin d'un temps pour se reconstruire loin de ses parents, il n'est pas souhaitable, pas possible de maintenir des relations entre l'enfant et ses parents. Mais dans de nombreux cas, ce droit de l'enfant est relégué au second plan en raison d'a priori non discutés, de crispations entre les parties ou sur la base de considérations pratiques. On l'a d'ailleurs vu pendant la crise sanitaire. Le maintien des liens familiaux répond pourtant bien souvent à un des besoins fondamentaux de l'enfant. En outre, il est aussi l'occasion d'un travail avec la famille autour de la situation de leur enfant. Et une mesure de protection de l'enfance ne saurait être efficace sans qu'un travail en concertation avec les parents ne soit mené, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, pour s'assurer qu'une aide appropriée est apportée aux parents, conformément à l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et cette aide peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, consister à lui permettre de développer plusieurs attachements différents, singuliers, non exclusifs, qui peuvent coexister. Et d'autre part, en fait, aussi, pour que, le cas échéant, le placement se déroule mieux. Il est indispensable de rencontrer régulièrement les parents pour parler de leur enfant, les écouter, trouver des solutions avec eux pour que les décisions concernant l'enfant soient prises dans l'intérêt de l'enfant. Car c'est bien l'intérêt de l'enfant que ses parents et les professionnels parviennent à coopérer. Or, c'est cet intérêt-là et aucun autre qui devrait guider le choix des modalités du placement. Et enfin, pour conclure, je voudrais insister sur un dernier aspect qui a trait au sens que nous donnons à la protection de l'enfance. J'ai dit tout à l'heure qu'il était nécessaire de concilier deux impératifs. Impératif de protection des enfants, mais un impératif de respect de leurs droits. Mais la vigilance accordée à ces deux conditions ne doivent pas faire oublier leur finalité, car au bout du compte, c'est elle qui doit irriguer tous les dispositifs de protection de l'enfance, favoriser l'épanouissement, la construction, le développement de l'enfant. Et cela suppose bien entendu de respecter leurs droits, mais surtout de faire en sorte qu'ils s'en saisissent, et particulièrement de leur droit à l'éducation, car c'est en grande partie par elle qu'ils pourront construire les conditions de leur épanouissement futur. Merci beaucoup.